Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 pour ce nouvel édito. Finalement, ils sont 6, ces individus qui se réclament de l'opposition congolaise à briser l'espoir d'une large majorité des Congolais de les voir s'abstenir de toute candidature pour une farce électorale. Ils ont officialisé leur candidature pour accompagner le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans une élection déjà entachée d'irrégularités. Fichier électoral manipulé, pas de carte d'électeur biométrique recommandée par le dialogue de CBT pour des raisons de transparence, bien sûr. Le vote des militaires maintenu. Lorsqu'on sait qu'après le vote de militaires, le dépouillement ne se fait pas aussitôt, comme le recommande d'ailleurs la loi électorale, les urnes sont plutôt scellées puis gardées par le PCT. On peut donc imaginer la suite. Vous avez probablement compris que les résultats seront une fois de plus décidés par les inamovibles du système, PCT notamment le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphira Mpoulou, le président de la commission électorale Henri Bouka, puis validé par le président de la Cour constitutionnelle Auguste Iloki, tous trois membres du Parti congolais du travail. Et donc, un gâteau bien servi sur un plateau d'or au tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président du Parti congolais du travail, au pouvoir depuis 43 ans, un indicateur qui dit tout. La folie, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Quels sont donc les changements qui ont été apportés à l'organisation de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains par rapport à toutes celles qui ont précédé depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire? À mon avis, rien n'a changé. Au contraire, un élément de terreur s'est ajouté. C'est le déploiement de la garde personnelle de Denis Sassou Nguesso, la DGSP, qui a déjà prévenu du sort qui attend toute personne qui envisagerait contester les résultats de ce scrutin. Aux élections, je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites de bruit, nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans votre parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Dans un tel contexte d'organisation de l'élection présidentielle de mars prochain, penser que les résultats pourraient changer révèle évidemment de la folie, pour paraphraser Albert Einstein. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils le savent pertinemment que ceux qui ont décidé de cautionner ce nouveau coup d'État électoral par leur participation ne sont pas naïfs. En réalité, ils sont très probablement motivés par les intérêts profondément égoïstes, prêts à hypothéquer l'avenir de tout un pays pour satisfaire leurs ambitions personnelles, en monnayant bien sûr leur participation à cette mascarade électorale en des postes politiques ou administratifs dont la nouvelle administration PCT. Mais l'histoire finit toujours par rattraper ses protagonistes. Bientôt, dans pratiquement un mois et demi, ces mêmes prétendus candidats feindront de s'offusquer face à une fraude qu'ils ont eux-mêmes contribué à orchestrer, jouant ainsi le rôle qui leur a été attribué.
C'est en réalité tout un système. De leur côté, les partisans du PCT jouent également leur rôle. Ils tentent de diaboliser et de discréditer les véritables opposants politiques, prétextant qu'ils seraient irresponsables ou une opposition faible, comme ils aiment à le dire, parce qu'ils ont refusé de jouer les figurants pour accompagner cette nouvelle mascarade électorale que va orchestrer le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour demeurer au pouvoir à vie. Vous les entendrez constamment dire que la politique de la chaise vide ne paye pas, comme si une élection, même biaisée, est la seule et unique solution pour une alternance politique. Mais ce qu'ils omettent de dire, et tous les Congolais le savent par expérience, c'est que le régime PCT, avec sa mise en scène d'une pseudo-élection présidentielle les 12 et 15 mars prochains, ne procédera qu'à la distribution, comme d'habitude, des pourcentages ridicules aux candidats qu'il a lui-même fabriqués et financés. Certains de ces candidats sont à leur troisième participation et n'ont jamais franchi la barre de 1% des suffrages exprimés. Mais curieusement, ils continuent à verser des cautions non remboursables de 25 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 40 000 euros, sans compter le budget pour les campagnes électorales. Personne parmi eux n'est né d'une famille industrielle, ni n'a aucun passé d'homme d'affaires crédible. En 2016, tous les Congolais le savent, c'est juste un rappel, Denis Sassou Nguesso avait été battu à plate couture dès le premier tour avec seulement 8% des voix face aux candidats Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Brice Parfait Kolela. Le PCT, organisateur de cette élection, avait retourné les résultats, attribuant donc un score de 15% à Guy Brice Parfait Kolela et 13% à Jean-Marie Michel Mokoko, s'octroyant lui-même la part du lion et de manière frauduleuse une victoire au premier tour avec un score soviétique de 70% des suffrages exprimés. Des résultats totalement contradictoires aux propos de Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail à l'époque, qui reconnaissait que Denis Sassou Nguesso avait subi un revers dans toutes les principales villes du pays. Pourquoi il n'y a pas de scandale là où Denis Sassou Nguesso a été battu? Pourquoi ce n'est pas un scandale? Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Poul, du Niari, de la Lekomo, de la Bouenza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville. Là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. N'est-ce pas paradoxal? Comment peut-on perdre l'élection présidentielle dans toutes les grandes villes du pays tout en affirmant en être le gagnant? Cette fois-ci, les véritables opposants au régime totalitaire du PCT incarné par Denis Sassou Nguesso, qui plus est en position délicate avec la loi, notamment transgression des articles 80, 77 et 55 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, pour ceux qui voudront bien sûr consulter cette Constitution. Les opposants, disais-je, les vrais, ont décidé de ne pas se présenter en raison de l'absence des conditions de transparence et de l'équité. Les conditions d'organisation d'une élection présidentielle consensuelle et apaisée en mars 2026 ne sont pas réunies. En matière électorale, le défi majeur du moment est la refondation préalable du système électoral fraudulé à l'œuvre depuis 2002. C'est là un impératif catégorique, c'est-à-dire un passage obligé. Voilà qui laisse désormais le tyran de Brazzaville, Sassou Nguesso, se ridiculiser face à une opposition artificielle fabriquée sur mesure. Faudrait-il encore rappeler que dans une dictature, l'élection n'a jamais été une solution. Un tyran n'organise pas les élections pour les perdre. Vous allez sûrement me poser la question de savoir, mais quelle alternative? Ma réponse est de vous dire, si vous le voulez, que face à une dictature, seule la résistance peut prévaloir sous toutes ses formes. Je dis bien et je répète, j'insiste, sous toutes ses formes.
L'autodétermination d'un peuple, par exemple, ou le droit pour un peuple de décider par lui-même, constitue un principe fondamental du droit international reconnu par l'ONU. Ce principe garantit, comme vous le savez, à chaque population la liberté de choisir son statut politique, économique, social et culturel sans ingérence extérieure. Or, le régime tyrannique du PCT, actuellement à Brazzaville, a été imposé par une puissance étrangère, vous le savez, la France, dans le but de piller les ressources naturelles du Congo, notamment le pétrole. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. La même France qui feint de retourner son regard, la misère, la souffrance endurée actuellement par le peuple congolais à cause du régime qu'elle a imposé en République du Congo en 1997 par un coup d'État militaire, a aidé le tyran Sassou Nguesso, par son groupe Total bien entendu, à berner le FMI. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours.
Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. Ajoutés sur cette liste des groupes prédateurs des ressources naturelles du Congo, les sociétés Eni, Wingwa, Petronor, à travers sa filiale Emla EEP, j'en oublie d'autres forcément. Dès lors, il est évident que l'objectif principal de ces mascarades électorales, c'est de satisfaire les intérêts de ces groupes influents et mafieux qui opèrent en République du Congo. Le seul aspect positif, si on peut le dire comme ça, de cette parodie d'élection présidentielle prévue en mars 2006 réside dans le fait qu'elle mettra également en évidence la lâcheté du tyran Sassou Nguesso, son incapacité d'assumer ses crimes contre l'humanité ainsi que le pillage systématique du Congo qu'il a livré entre les mains des multinationales étrangères en violation de l'article 217 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 qui dispose que le président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales. Ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui concerne cession, échange et adjonction du territoire. Vais-je vous apprendre quelque chose de nouveau en affirmant que le pétrole congolais est devenu un bien privé de la famille Sassou Nguesso? Probablement pas, car il est de notoriété publique que tous les revenus issus du pétrole congolais échappent totalement au trésor public, la seule caisse de l'État. Ces fonds sont plutôt détournés vers les comptes privés à l'étranger appartenant aux membres de la famille Sassou Nguesso et parfois dans les paradis fiscaux. La SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté, mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Il est placé dans les paradis fiscaux, dans des comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. Mais tous les grands pays qui nous entourent le savent. Les financiers comme moi le savent. Pourquoi ça? Toujours dans le cadre de la gestion des ressources naturelles du Congo, vous le savez, Denis Sassou Nguesso est impliqué dans plusieurs affaires de détournement des revenus issus du pétrole congolais. La récente affaire en date porte sur une corruption aggravée à grande échelle pour avoir touché 25 millions de dollars, soit l'équivalent de 15 milliards de francs CFA de pots de vin dans l'affaire Petronor. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Emla. Emla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Tant de scandales et des violations flagrantes de la loi poussent Denis Sassou Nguesso à s'accrocher au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, manifestement pour échapper à la justice. Denis Sassou Nguesso, vous le savez aussi, est également tenu responsable de plus de 3000 assassinats politiques, comme l'indique l'acte 284 de la Conférence nationale souveraine. N'est-ce pas lui qui a également ordonné le génocide dans le département du Poul ainsi que le massacre de masse des jeunes Congolais supposément délinquants sans aucun procès et sans état d'âme?
les mots ont leur sens. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Jésus. Oh, Jésus. Eh, 9 mois, Voilà qui peut expliquer en grande partie l'unique obsession de Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Une obsession qui trouve malheureusement écho favorable auprès de certains Congolais qui se disent opposants politiques, trop prétentieux, complices ou naïfs, prêts à légitimer le prochain coup d'État électoral, lui offrant ainsi un répit face à la justice. Il est donc crucial que ceux qui se sont engagés à soutenir le prochain coup d'État électoral réfléchissent sérieusement à leurs responsabilités. D'autres voies politiques et pacifiques sont envisageables pour sauver le Congo, notamment un dialogue politique inclusif garantissant l'unité et la cohésion nationale. Car les tensions sociales sont évidentes. Vous avez par exemple les retraités de la greffe qui cumulent jusqu'à 55 mois d'arriérés de pension impayés. Le point d'indice 300 refusé à une catégorie des retraités depuis 2017. Donc une pension de misère. Des fonctionnaires actifs qui accusent jusqu'à près de 100 mois d'arriérés de salaire impayés. Les étudiants qui n'ont plus jamais touché à leur bourse depuis 2018, l'université Marion-Ngouabi qui vit au rythme des grèves à répétition, les hôpitaux fermés pour cause de non-paiement de salaire. Les mairies, les morgues n'échappent pas à la règle. Vraiment, parce que si big portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur triste sort. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandjili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces 3 structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Adolphe Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible.
Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler? Et en plus dans les conditions archaïques. Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir. Parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour répondre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pont-Noir, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. Une situation socio-économique qui ne s'accorde en rien à cette mise en scène électorale gros texte et qui va d'ailleurs à l'encontre de l'essence même de la nation congolaise. Nous l'avons dit 1001 fois. À des vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions, car pour guérir un mal, il faut d'abord bien le diagnostiquer et ensuite s'attaquer à ses causes. La réponse appropriée à la crise multidimensionnelle gravissime qui mine le Congo n'est pas et ne peut pas être l'organisation unilatérale d'une élection présidentielle truquée dont les résultats sont connus d'avance et qui entraîneront inéluctablement des tensions inutiles dans le pays et de nouvelles épreuves pour le peuple congolais. Dans un contexte politique marqué par la dérive autoritaire du pouvoir, l'explosion exponentielle de l'insécurité, des violences politiques et des violences criminelles, la cessation des paiements courants et la galère extrême des populations, est-il raisonnable et humain pour un État d'envisager d'organiser de façon unilatérale, avec ses propres partisans déjà déployés sur le terrain et battant illégalement campagne, une élection présidentielle en mars 2026? Tout en respectant la liberté de ceux qui se sont portés candidats à cette élection, déjà entachée d'irrégularités, nous l'avons largement démontré, il est essentiel de considérer également les conséquences d'un tel choix qui pourrait plonger le Congo dans des drames et dans des situations chaotiques. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Pour rappel, l'expérience historique de la pratique électorale en Afrique au sud du Sahara
a montré que des élections mal organisées et truquées par plusieurs pays africains ont donné lieu à des guerres civiles meurtrières, comme en témoignent les exemples tragiques du Congo-Brazzaville de 1997 et 2016, du Kenya en 2007, du Zimbabwe 2008, du Niger 2009, de la Côte d'Ivoire 2010, de la Guinée-Conakry 2011 et 2020, de la RDC 2011 et 2019, du Burundi 2013, du Gabon 2016 et du Cameroun 2019. Quant au vrai faux dialogue de Djambala, il n'est rien d'autre qu'une opération de diversion, une ruse politique du pouvoir pour faire avaliser par la classe politique congolaise le nouveau coup d'État électoral qu'il est en train de perpétrer avec le soutien actif de la DGSP qui menace d'exterminer sans état d'âme quiconque oserait entraver la marche du président Denis Sassou Nguesso vers une victoire éclatante en mars 2026. Ceci après plus de 42 ans à la tête de l'État, soit plus de 8 mandats de 5 ans. Surtout que personne ne dise un jour qu'il n'était pas prévenu. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Cliquez pour liker, pour nous dire que vous êtes passé par là. Partagez massivement cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.